Rest count. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve donc au Home Cinéma pour une nouvelle vidéo. Au programme, un deuxième épisode de C'est quoi ? La mini-série qui pose ou repose les bases des différents concepts du basket moderne. Aujourd'hui, on va parler du pick and roll. Si dans le premier épisode, on a pas mal parlé plutôt de concepts de jeu, avec le spacing et la polarisation, ici on va plutôt parler de système. Plus que ça, après avoir parlé vraiment du concept clé qui est la base de tout le basket moderne, on va parler du système qui lui est la base de tout le jeu moderne. En effet, le pick and roll est une action utilisée pour conclure les attaques NBA près de 1 fois sur 3 d'après NBA.com, et cela monte à plus de 40% d'utilisation pour certaines équipes comme Portland par exemple. Forcément, c'est un système dont on parle énormément, que ce soit les coachs ou les médias, et dont je jugeais important de parler aujourd'hui. Donc ici on va s'intéresser au pick and roll, mais il y a énormément à dire sur le pick and roll. C'est un système assez complexe, c'est très intéressant de voir comment il est utilisé en attaque et comment il a pu évoluer à travers le temps, mais aussi c'est très intéressant de voir comment on le défend, parce que lorsque c'est une attaque qui est utilisée dans plus de 30% des cas, forcément les défenses s'adaptent. Comme c'est un sujet très vaste, j'ai décidé de l'étudier en 2 vidéos. Donc dans cette première vidéo, on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que le pick and roll, à qu'est-ce que ce système de jeu, comment est-ce qu'il a évolué avec le temps. Donc on va plutôt se baser sur des choses assez simples du basket. Et dans une deuxième vidéo ensuite, dans la suite de C'est quoi, on verra comment est-ce qu'il est défendu. Et comment ces différentes défenses ont pu évoluer à travers le temps. Donc pour commencer, qu'est-ce que le pick and roll ? Donc le pick and roll, c'est un système de jeu, ou plutôt un jeu à 2 à la base, qui est réellement arrivé à la fin des années 80. Avant les années 80, on voyait quelques situations de pick and roll en NBA, mais c'était vraiment quelque chose de peu commun, qui sortait un peu comme ça, mais qui n'était pas vraiment institutionnalisé. Donc on arrive donc à la fin des années 80 en NBA, à Salt Lake City, dans le Utah, et dans cette équipe du Utah Jazz. Là-bas, Jerry Sloan va donc instaurer ce système de jeu comme base d'absolument tout le jeu offensif de son équipe. Il va donc utiliser 2 joueurs, car c'est le pick and roll à ce moment-là, est vraiment un système de jeu, un jeu entre 2 joueurs. C'est un jeu qui se joue entre un meneur et un intérieur, donc un meneur ou un extérieur qui va plutôt être rapide, et un intérieur puissant, grand taille, assez mobile. Le Utah Jazz a donc le système parfait pour pouvoir l'exploiter, avec John Stockton, un meneur intelligent, très rapide ballon en main, et Karl Malone, un intérieur très puissant et très mobile. Le principe est simple. L'intérieur qui est dans la raquette donc va venir de la raquette vers l'extérieur pour poser un écran au meneur qui a le ballon, soit en tête de raquette, soit sur le côté. Le meneur va donc prendre l'écran en dribblant. C'est la première partie du pick and roll qui se situe en 2 phases. Cette première partie s'appelle donc le pick. Ensuite, l'intérieur va se retourner et couper vers le cercle. C'est la deuxième phase qu'on va appeler le roll. L'intérieur, en effet, on dit qu'il roule vers le cercle. Le meneur va alors chercher à trouver l'angle de passe le plus intéressant pour réussir à lui mettre la balle en se décalant un peu. L'intérieur, après avoir posé son écran, s'être retourné et allé vers le cercle, a un double avantage. Avec l'écran, il a totalement libéré l'accès vers le cercle et se retrouve donc à couper tout seul vers le cercle. Et s'il est bien défendu par le défenseur meneur sur qui il a posé l'écran, il peut utiliser son avantage de puissance et de taille pour marquer facilement proche du cercle. C'est ce qui offre généralement des paniers faciles très proches du cercle à l'intérieur. Donc cette idée d'utiliser l'écran pour faire la passe à l'intérieur, c'est ce que va utiliser énormément Stockton et Malone pendant des années, donc de la fin des années 80 et pendant toutes les années 90, et ça fera des ravages absolument énormes. Stockton en finira par être le meilleur passeur de l'histoire NBA, Karl Malone un des tout meilleurs scoreurs, et cette équipe ira 2 fois en finale pour perdre face aux Chicago Bulls. On a donc un système qui offre des points faciles à l'intérieur, mais ce n'est pas l'unique option qui est possible dans ce système. En effet, le meneur peut alors utiliser ce qu'on appelle le mismatch. Lorsque l'écran est posé, on crée un décalage à travers l'écran. En effet, le défenseur meneur, en recevant l'écran, va se retrouver à être en retard sur l'attaquant, porteur de balle, et généralement on va avoir l'intérieur qui va devoir défendre sur le meneur. Ce qu'on appelle donc un mismatch. Le mismatch, si on devait le définir, c'est lorsque un joueur obtient un avantage physique sur la personne qui défend sur lui.
Donc il y a généralement deux types de mismatch assez classiques. Le mismatch d'un défenseur qui est grand et lent sur un meneur. Donc le meneur va pouvoir utiliser sa différence de vitesse qui est beaucoup plus grande pour pouvoir aller facilement driver et aller au cercle. Ou alors le mismatch de l'intérieur qui reçoit le ballon proche du cercle et qui est défendu sur un joueur plus petit ou beaucoup moins puissant que lui. Il va donc pouvoir le jouer au poste et profiter de cet avantage pour aller marquer un panier facile. On est donc dans le cas où, après l'écran, le défenseur lent, l'intérieur, va défendre sur le meneur. Dans cette situation-là, le meneur va pouvoir utiliser sa vitesse pour facilement le dépasser et aller au cercle facilement. Il peut donc aller scorer sur le drive de façon très efficace. De la même façon, il y a une troisième possibilité. Il peut utiliser le fait que l'intérieur qui défend se retrouve à hésiter entre venir défendre sur lui ou aider sur l'intérieur qui roule vers le cercle. Au moment de cette hésitation, ça va donc lui libérer un peu d'espace et la place et le temps pour pouvoir shooter à 3 points. Il a donc 3 possibilités, c'est ce qu'on appelle la triple menace. Il peut soit passer le ballon, soit aller au dribble, soit shooter de loin. Lorsque vous avez un meneur qui est capable de réaliser les 3 de façon efficace et qui est intelligent pour savoir dans quelle situation utiliser quel type d'action, ça vous fait énormément de dégâts. Et c'est pour ça que John Stockton était si efficace sur le pick and roll du Utah Jazz. Donc ce système, à ce moment-là, dans les années 90, est vraiment un jeu à 2 joueurs. En Europe, il arrive au même moment à s'institutionnaliser comme un système vraiment collectif à 5 joueurs. C'est ce qu'on va retrouver avec pas mal de joueurs comme Ginobili, Jasikevičius ou alors Papaloukas. Et c'est quelque chose qui va être transposé en NBA par les Suns de 2005, coachés par Mike D'Antoni. Mike D'Antoni va donc introduire ce jeu en tant que système à 5. Désormais, il y a toujours l'intérieur qui vient poser l'écran sur le meneur, mais autour de ça, on a 3 autres joueurs qui vont s'écarter au maximum et donc qui vont se retrouver en dehors des 3 points. C'est la première fois qu'on a une notion un peu de spacing qui apparaît, donc je vous ai parlé dans la dernière vidéo. En effet, l'objectif est de créer un maximum d'espace et un maximum de place au pick and roll pour que le meneur ou l'intérieur puisse facilement avoir accès au cercle sans qu'il y ait une aide qui arrive trop rapidement. En prenant l'écran, donc le meneur, le système commence de la même façon avec un écran, le pick de l'intérieur, puis ensuite le roll. L'intérieur se retrouve donc à avoir énormément d'espace, mais le meneur aussi au moment où il se retrouve dans la raquette. Il y a alors 2 possibilités pour la défense, après que les 2 premiers joueurs aient été battus. C'est soit de fournir une aide de la part des défenseurs qui sont sur les joueurs qui sont à 3 points, et donc dans ce cas-là, vous offrez des possibilités de passe pour des shoots ouverts à 3 points, ou alors de rester sur vos shooters à 3 points et donc de laisser énormément d'espace à Steve Nash ou à Stoudemire dans le cas des Suns de 2005. Donc cette attaque avec vraiment ce système à 5 qui va très vite, c'est ce qui va permettre à Steve Nash d'aller chercher 2 MVP de suite en 2005 et 2006 en étant totalement le maître à jouer de cette équipe. C'est un système qui laisse énormément de place à la créativité et l'inventivité du meneur. C'est pas quelque chose de très contraignant. En effet, après l'écran, une fois que l'écran est pris, c'est vraiment au meneur d'analyser la situation de la défense, ce que la défense va faire, et d'agir en conséquence. De profiter du décalage qui est créé par l'écran pour pouvoir aller faire ses passes ou aller tirer. Donc cette équipe va marcher sur la ligue offensivement à ce moment-là, pendant 3-4 ans, aller faire des finales de conférence, mais surtout être de très très loin la meilleure équipe offensivement de la ligue pendant la fin des années 2000. Ensuite, on voit encore une 3e évolution à travers le temps, qui est la dernière évolution vraiment importante du pick and roll au cours des dernières années. Donc c'est quelque chose qu'on a vu augmenter tout au long des années 2010, et qui a vraiment commencé à exploser, je dirais, avec les Mavs de Dirk Nowitzki, et puis encore plus ensuite ces dernières années avec Luka Doncic, et cette saison avec Luka et Kristaps Porzingis. Donc c'est plus exactement un pick and roll, l'action commence de la même façon. Il y a d'abord l'intérieur qui va venir poser son écran, donc poser le pick sur le meneur. Encore une fois, on a donc 3 autres joueurs qui s'écartent énormément pour créer de l'espace. Maintenant on est vraiment dans cette notion de spacing avec 3 shooters à 3 points. Donc ensuite, une fois que l'écran est posé, l'intérieur de la même façon pose son écran, le meneur va prendre l'écran et commencer à aller dribbler, mais au lieu de faire un roll, au lieu de rouler vers le cercle, l'intérieur va s'écarter pour se retrouver derrière la ligne des 3 points. C'est ce qu'on appelle le pop.
Ce système de jeu va donc changer de nom et ne plus être un pick and roll mais un pick and pop. C'est une variante assez intéressante parce qu'elle va créer énormément de place dans la raquette. Là où il y avait avant la coupe et le meneur, on avait donc 2 joueurs qui étaient assez proches l'un de l'autre. Et en faisant le pick and pop, on libère totalement la raquette avec tous les 4 autres joueurs qui sont éloignés autour des 3 points. En plus, ça offre une autre possibilité de passe à la défense qui s'attend à un roll et qui peut offrir des shoots ouverts faciles à 3 points. Donc ce système était compliqué à mettre en place avant les années 2010, mais avec l'explosion des shooters intérieurs, c'est quelque chose de beaucoup plus létal maintenant. Avec des joueurs comme Porzingis ou Brook Lopez qui sont très adroits à 3 points, ça offre donc d'énormes possibilités, et donc de multiplier les feintes, de multiplier les craintes en faisant croire à la défense qu'on va faire un pick and roll ou un pick and pop, et donc d'être beaucoup plus imprévisible. Luka Doncic exploite ceci à merveille, et Porzingis alterne entre aller au cercle ou s'écarter, et on a une équipe de Dallas qui est la meilleure équipe de l'histoire en attaque. En fait, elle est la meilleure équipe d'un point de vue chiffre au niveau du nombre de points marqués par possession, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui va le plus marquer de points pour un même nombre d'attaques réalisées. Et ceci de toute l'histoire de l'NBA. Vous voyez donc à quel point ce système peut vraiment être létal en attaque. Donc voilà, comme vous l'avez vu, donc c'est un système qui a vraiment évolué à travers le temps. Il est parti d'un système de jeu à 2 joueurs, tout simple au cœur du jeu, qui s'est institutionnalisé petit à petit pour être vraiment un système qui a été répété en boucle, voire être surutilisé par le Jazz, qui ensuite s'est institutionnalisé en tant que système vraiment à 5 joueurs, et donc en tant qu'esprit du jeu. On avait donc 3 joueurs extérieurs qui étaient totalement dans le système aussi, qui permettent de créer de l'espace et qui obtiennent des shoots faciles grâce au pick and roll et au décalage créé par le pick and roll. Et petit à petit, en créant des variantes, donc le pick and pop, on s'est retrouvé à avoir quelque chose de plus imprévisible et donc beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, avec l'explosion des meneurs qui sont capables de shooter de loin et d'aller au cercle avec un drive très très efficace tout en puissance, le pick and roll devient donc de plus en plus difficile à défendre. C'est vraiment devenu l'arme numéro 1 de la NBA. Comme je vous le disais, une attaque sur 3 se conclut par un pick and roll. Et quand je dis une attaque sur 3, c'est en comptant les contre-attaques et le jeu placé. C'est-à-dire que lorsque le jeu est placé, plus d'une fois sur 2, les équipes en NBA vont décider de finir par un pick and roll. C'est absolument énorme. Donc dans le prochain épisode, nous verrons comment un système aussi utilisé est défendu. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que les défenses, elles aussi, ont évolué avec le temps en fonction des qualités des joueurs et de l'évolution du système. Et donc ça faisait beaucoup d'informations en un épisode, je préférais attendre un prochain épisode pour vous le montrer. Donc voilà, si vous voulez voir la suite, le deuxième partie sur le pick and roll, ou si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about